Ce n'était pas un mouvement de masse, on s'entend bien, mais c'était un mouvement qui avait un impact énorme sur le Québec militant de l'époque. Le mouvement syndical, le mouvement populaire, le mouvement étudiant. Le Parti communiste ouvrier avait près de 1000 membres et 1000 sympathisants organisés. C'est-à-dire 1000 membres étaient organisés en cellules, les sympathisants étaient organisés en groupes de sympathisants, cercle de lecture du journal ou bien groupe de discussion. Nous avions, je vous dirais, un lectorat, parce que nous publions à l'époque un hebdomadaire qui s'appelait La Forge. Notre lectorat pourrait tourner en 10 et 15 000 journaux. Et nos grandes assemblées, nous faisions beaucoup d'assemblées publiques à l'époque, nos grandes assemblées pouvaient aller chercher jusqu'à 3000 personnes. À peu près toutes les régions du Québec étaient représentées, mais bien sûr avec une forte représentation à Montréal. Je vous dirais que même si nous avions des prétentions à l'époque d'être une organisation pan-canadienne, en réalité, notre membership était concentré, je vous dirais, à 90-92% au Québec. Donc, c'était principalement un phénomène québécois. L'organisation reposait sur des cellules. C'était essentiellement des groupes de travail centrés sur un milieu quelconque. Ça pouvait être une usine, ou s'il n'y avait pas assez de militants dans une usine, un groupe d'usines plus ou moins proches l'une de l'autre. Ça pouvait être un quartier de Montréal, le sud-ouest, l'est de Montréal, le nord de Montréal. Et les cellules étudiantes pouvaient tourner autour de l'UQAM, ou le Cégep du Vieux-Montréal dans certains cas. Et donc l'objectif des cellules était, je vous dirais, de faire l'analyse du milieu, et donc de développer une stratégie d'intervention dans le milieu. Quelles sont les associations qui existent, soit étudiantes, soit dans le milieu travail, le syndicat. Au niveau du quartier, quels sont les groupes populaires qui existent pour y adhérer, diffuser la vision du socialisme que nous avions, gagner des militants, puis surtout s'engager dans des luttes de masse, soit dans les milieux de travail face au patronat, soit au niveau des quartiers face à l'État ou aux coupures budgétaires que l'État commençait à appliquer à partir du milieu des années 70. Donc ça, c'était globalement, si vous voulez, la base même de l'organisation. J'étais le principal orateur dans les grandes assemblées publiques. J'étais celui qui parlait aux médias. J'étais le seul autorisé à parler aux médias. Donc, lors de campagne du parti ou de campagne électorale, je parlais au nom du parti. Donc, ça impliquait beaucoup de déplacements. Je voyageais beaucoup à travers le Québec, à travers le Canada. J'allais dans presque toutes les régions tenir des assemblées, parler aux sympathisants, parler aux membres, mettre de l'avant la ligne du parti. Parfois, quand je me déplaçais dans les régions, c'était surprenant. J'allais à Sept-Îles, j'étais interviewé par la radio locale. Que ce soit aux États-Unis, en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, dans les pays nordiques, c'était à peu près la même analyse. C'est-à-dire que nous partions d'une situation où il y avait une jeunesse radicalisée, certains éléments de la classe ouvrière. Dans certains cas, s'il y avait des partis ouvriers traditionnels, une partie des militants au cadre de ces partis-là. Mais la question lancinante qui était posée, comment transformer la révolte étudiante, la révolte de la jeunesse, en une révolte populaire? On partait d'une tentative d'analyser un peu la carte industrielle et de choisir quels nous semblaient les bastions industriels. Si on regarde Montréal, très simplement, il y avait essentiellement l'ouest de la ville, où il y avait plusieurs grandes usines, 1000, 2000, 3000 ouvriers, et l'est de la ville. Et entre les deux, il y avait le chantier du Canadien national et le chantier de CP à l'époque, Canadien Pacifique. Donc, c'était à peu près les grands regroupements. Et nous tentions de rentrer dans ces usines-là, de préférence les usines syndiquées où il y avait un passé de lutte. Mais on n'était pas toujours sûr d'être engagé, hein, et on n'était pas toujours sûr que notre passé militant nous empêcherait d'être engagés. Donc souvent, on se forgeait un faux passé de jeunes ouvriers ou de jeunes travailleurs et travailleuses pour être engagés dans ces lieux-là. Souvent, il y avait une sorte de bataille de génération, hein, entre les vieux ouvriers qui avaient passé la Deuxième Guerre mondiale, qui se rappelaient de leurs parents de la Grande Dépression, donc un peu craintifs et pas tellement intéressés aux grandes batailles politiques. Et les jeunes ouvriers qui, au contraire, eux, étaient pleins d'entrain, d'enthousiasme et se révoltaient spontanément contre les conditions de travail. Santé, sécurité, l'overtime énorme qui était imposé, des trucs comme ça. Donc ce que nous faisions généralement, c'est que nous partions de cette combativité des jeunes travailleurs et travailleuses et nous essayons de lier, de développer des liens
de travail avec les travailleurs, les ouvriers les plus âgés, de faire en sorte que nous tentions de créer des mouvements de masse dans ces lieux de travail-là. Entre, je vous dirais, toutes les racines libertaires de la nouvelle gauche étudiante des années 60 et les mouvements marxistes-léninistes plus tard, il y avait en apparence une contradiction fondamentale. Et pour autant, l'un était issu de l'autre. Ni En Lutte, ni nous-mêmes étaient totalement publics. Nous étions semi-clandestins. Dans le sens que certains des dirigeants étaient publics, certains étaient porte-parole dans certains milieux de travail ou dans certaines universités ou dans certaines usines. Beaucoup étaient semi-clandestins, donc ne déclaraient pas constamment leur adhésion au parti. Une des raisons qui a mené à ça, ce n'est pas tant le romantisme révolutionnaire, c'est que tenter de tirer des leçons des mesures de guerre. On se disait, si l'État canadien était capable de déclarer une loi de mesures de guerre et de mettre en prison des centaines de militants, alors que ce n'était que 2 cellules qui avaient fait ces attentats-là, imaginez-vous si un mouvement révolutionnaire, un tant soit peu conséquent, se développe au sein de la classe ouvrière en lien avec le mouvement syndical, etc. Donc on s'attendait à une répression massive et assez forte. Et nous sommes arrivés à une vision, je pense, entre autres, trop axée sur la discipline, trop axée sur le centralisme, trop axée sur cette vision d'une semi-clandestinité presque amenant à la clandestinité, où nous avons perdu de vue quand même la marge de manœuvre qui était permise dans une société démocratique ou relativement démocratique.